Hop, petite publicité avant que la vidéo commence. Voilà, je vous présente mon livre rapidement, Un homme dans les ombres de Morphosia, disponible sur Amazon, Amazon Kindle, pour la somme de 5 euros si vous le voulez en format numérique, ou de 13,50 € en format papier. Donc voilà, qui est disponible, j'insiste, voilà, sur Amazon. Vous pouvez lire les premières pages si ça vous intéresse sur Amazon, il y a les 4 premiers chapitres je crois, ainsi que les 3 premiers sur Wattpad avec quelques petits bonus. Et voilà, qui est une petite histoire de fantasy. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà, ciao, bonne vidéo à tous. Salut à tous, c'est Tuto Arnaque. Aujourd'hui, on se retrouve tout de suite pour un petit cours sur l'asymétrie de l'information, et donc qui fait suite à mes deux vidéos sur donc c'est la suite hein, par rapport au chapitre sur les principales défaillances de marché, qui repose du coup sur la typologie des types de biens qu'on va avoir sur le marché. D'une part, j'ai déjà fait une vidéo consacrée à ce sujet. D'autre part, sur sur les externalités négatives qui vont entraîner du coup voilà ouais, des perturbations voilà, qui vont se répercuter sur le marché lui-même en fait, ou autre, d'ailleurs pas que le marché. Et du coup, l'asymétrie de l'information. Alors du coup, je profite de cette vidéo pour dire que j'ai fait une petite erreur sur la toute première qu'introduisait ces trois principales différences de marché au niveau de l'aléa moral et de la sélection adverse. Donc voilà, je vais rectifier le tir dans cette vidéo. Donc voilà, la symétrie de l'information. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la situation dans laquelle, sur un marché, l'un des deux acteurs dispose d'une meilleure information que l'autre. Donc ainsi, la condition de transparence de la concurrence pure et parfaite, elle n'est pas respectée. Donc on a deux types du coup d'asymétrie d'information. Et c'est là où j'ai fait les erreurs quand j'expliquais ce qu'était la sélection adverse et l'aléa moral. Donc la sélection adverse, ça renvoie à un concept physique, donc voilà, qui va reposer sur la présence d'actions, enfin de caractéristiques pardon, cachées. Donc ça, je l'avais plutôt bien dit, il me semble, dans les trois vidéos. Donc en fait, tout simplement, il y aura tromperie en fait sur la marchandise, quelle qu'elle soit. Donc j'ai pris deux exemples pour que ce soit clair pour vous. Donc tout d'abord, on peut avoir l'exemple du consommateur d'une voiture d'occasion qui n'a pas les moyens de connaître l'état réel du véhicule. Je vous renvoie à l'économiste John Akerlof qui voilà, fait des articles très connus sur la question. Et donc là, les caractéristiques cachées, ce sont du coup le véhicule, le fait que le producteur, le vendeur de la voiture, il sait mieux ce qu'est ce véhicule que le consommateur. Donc voilà, donc il achète contrairement à celui qui la vend. Voilà, c'est ça. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Voilà. Ensuite, du coup, l'autre exemple qu'on va retenir, ça va être que durant un entretien d'embauche, par exemple, le candidat, il peut mentir sur son CV. Donc il peut présenter des compétences qu'il n'a pas. Donc concrètement, on peut penser à la falsification de diplôme, le fait de marquer des expériences professionnelles qu'on a ou pas fait. Et évidemment, l'employeur, ça va lui poser un coût énorme s'il faut absolument tout vérifier. Et puis la plupart ne le font tout simplement pas. Donc voilà, on peut mentir. Donc voilà, c'est ça les caractéristiques cachées. Et du coup, la deuxième était un peu ambiguë, je pense. Enfin, deuxième exemple, je veux dire, dans la première vidéo où j'avais pas bien expliqué ce qu'était la sélection adverse. Et ensuite, du coup, l'aléa morale. Donc là, par contre, j'avais très mal expliqué. Voilà, mea culpa. Donc ça renvoie à un concept moral. Donc voilà, vous n'en serez pas douté, l'aléa morale, qui repose sur la présence d'actions cachées d'acteurs, du coup, se sachant protégés. Je fais une petite erreur d'ailleurs. Protéger, il y a un S, hein, bien sûr. Donc voilà, donc en fait c'est simplement le fait que quand on va consommer ou voilà, c'est pas tellement qu'il y a eu tromperie sur la marchandise, mais c'est qu'on va avoir un avantage que sur l'autre partie, qui fait qu'après on va pouvoir tirer au flanc, profiter d'un service parce qu'on se sait protégé. C'est ça l'idée en fait. C'est vraiment le fait que, alors, je vais dire moralement c'est pas bien, c'est pas le terme, parce que l'autre aussi du coup, mais voilà, du coup, voilà, c'est plus des actions cachées que des caractéristiques cachées. C'est ça vraiment la différence. Ce qu'il faut vraiment retenir de ces deux différences. Donc concrètement, comme exemple, on peut avoir l'assureur qui n'a pas les moyens de connaître les comportements, donc là les actions cachées, du coup c'est ces comportements-là, du consommateur une fois que ce dernier est contracté l'assurance. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une personne qui fait un emprunt, voilà, du coup c'est pas une assurance, mais un emprunt, bah vous savez pas, celui qui a prêté l'argent, il sait pas ce que vous allez faire avec l'argent, c'est pas du tout pour ce que vous avez dit. Pareil du coup pour l'assureur, si jamais vous assurez par exemple votre voiture, vous pouvez très bien faire n'importe quoi parce que dans tous les cas, elle sera remboursée. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est que vous allez vous comporter pardon, d'une manière que vous n'aurez pas fait autrement que s'il y avait eu le service en question. C'est-à-dire que si c'était votre vrai argent, vous n'aurez pas, certainement vous aurez peut-être pas fait n'importe quoi à ce point, même si bon évidemment l'argent faut le rendre hein, quand c'est prêté. Et dans le cas de l'assurance, bah oui, vous savez protéger, vous allez prendre plus de risques que si vous ne l'étiez pas. Si vous ne l'étiez pas, c'est à vous d'endosser l'entièreté de la charge s'il y a un problème. Donc voilà, ça peut être ça, du coup, voilà, l'aléa morale dans ce contexte-là. Mais on a également, du coup, un autre exemple, du coup, qu'il faut bien distinguer du deuxième exemple, la section inverse.
Donc un travailleur qui connaît mieux l'effort, qui consacre à ce travail que son patron, concrètement il a un avantage sur ce dernier, puisque, alors, je sais pas, je cherche un exemple, hein, mais bah, un ingénieur par exemple, celui qui l'embauche ne sait pas forcément comment ça fonctionne, vous voyez. Même un médecin en fait, hein, mais quelqu'un qui gère l'hôpital, c'est pas forcément grand-chose de la médecine. Donc il peut pas estimer réellement le temps qu'il faudrait pour une consultation, un ingénieur le temps qu'il faudrait pour concevoir voilà, quelque chose. Et donc, du coup, eh ben, ça peut entraîner tout simplement du tirage au flanc, en fait, hein, voilà. Donc, une personne peut dire que ça prend tant de temps, alors qu'en fait, il prend un café, il prend du temps. Et le patron, du coup, il va pas forcément avoir les compétences de vérifier que il sait pas avoir. Donc voilà, c'est ça l'aléa moral, en fait. Donc voilà. Et donc, en quoi la sélection adverse peut être destructeur de marché? Eh ben, comme je l'ai dit, l'acheteur d'une voiture d'occasion, on va reprendre l'exemple de David Akerlof, de John Akerlof, pardon, il dispose de moins d'informations que le vendeur. Donc ça va créer du coup cette asymétrie, qui va créer de l'incertitude pour l'acheteur. Du coup, donc l'acheteur, comme il sait pas vraiment ce qu'il achète, eh ben, il va rechigner à acheter ses voitures d'occasion. Et quelle qu'elle soit, en fait, qu'elle soit bien ou pas, puisqu'il n'a pas le moyen de savoir si elle est bien effectivement ou non. Euh, Ce qui fait que du coup, les vendeurs, ils vont vite se rendre compte qu'en fait, ils n'ont pas forcément d'intérêt à mettre sur le marché les bons véhicules, puisque les bons véhicules, du coup, qu'on va entretenus en fait, hein, ben, ils vont pas forcément se vendre mieux que les véhicules pourris. C'est ça le problème. Du coup, on aura un effondrement du marché parce que les bonnes occasions, elles vont se faire rares, c'est-à-dire qu'il va rester plus que les occasions pourries et voitures neuves, mais on n'aura pas les bonnes voitures d'occasion, alors qu'il y a une vraie demande. L'acheteur, lui, il a besoin d'une voiture de qualité suffisante, de bonne qualité, et à un coût réduit, ce qui est exactement ce que seraient les bonnes occasions. Sauf que lui, tout ce qu'il va avoir, c'est une voiture neuve hors de prix, et Dieu sait de quoi je parle pour avoir été concerné par ce problème, ou des voitures d'occasion qui sont pourries, qui du coup peuvent vous lâcher. Alors techniquement, il y a des garanties, on en reviendra, mais voilà quoi, qui peuvent vous lâcher n'importe quand quoi. Dans l'idée, c'est ça. Donc voilà, donc la sélection inverse, donc l'agent qui subit la dissémination d'informations sélectionne les mauvais produits, c'est-à-dire qu'il va plutôt sélectionner, ça va encourager pour le coup, si on prend l'exemple de voiture d'occasion, à encourager à sélectionner du coup les mauvaises occasions, les bonnes occasions on va pas les prendre. Et donc, ça va entraîner une baisse de confiance qui va faire qu'on aura une baisse des échanges, la disparition du marché en l'occurrence, et on aura un problème pour arriver à l'absence d'équilibre théorique, puisqu'en fait, ça va entraver le bon fonctionnement du marché. Donc voilà, pour ce qui est de la sélection adverse. L'aléa moral, quant à lui, donc il est également destructeur de marché, mais en fait, l'assureur, il n'a pas les moyens de connaître le comportement du consommateur, comme on l'a dit. Je reprends l'exemple de l'assureur, du coup. Donc le consommateur, lui, qu'est-ce qui va être incité à... Enfin, voilà, du coup, le consommateur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il va être incité à adopter une conduite qui sera imprudente et à abuser du service. Donc je reprends l'exemple de celui qui est en voiture. Il va rouler de manière... Enfin voilà, on va prendre des risques inconsidérés parce qu'il sait que de toute manière son véhicule sera... Alors on va pas mettre, on va mettre de côté l'aspect la prise de risque pour la survie parce que si les gens étaient rationnels, ça se saurait. Mais voilà, du coup, il va pouvoir se dire de toute manière, mon véhicule sera réparé, c'est pas grave si je jette un truc, de toute façon, on sera pris en charge par l'assurance. Pareil pour simplement la fermeture. Si on est assuré contre les vols, on peut se dire ça sert à rien de fermer la clé, de toute façon, dans tous les cas, on sera remboursé. Voilà, donc ça c'est dans l'idée, hein, bien sûr. Je mets des grosses guillemets dans ce que je dis parce que évidemment c'est plus compliqué que ça dans la réalité. Donc voilà, donc du coup ça va menacer la rentabilité de l'assurance, qui du coup si elle est pas, c'est une entreprise l'assurance, hein, c'est pas l'État providence, même l'État providence vous direz, peut faire faillite, mais c'est pas, voilà, hein, il fait pas ça par charité, évidemment que lui c'est une assurance, faut qu'elle soit rentable. Donc si tout le monde commence à coûter très cher, bah, elle va pas finir longtemps, donc ça peut être des destructeur de marché à ce niveau-là, si elle fait de mauvais choix en recrutant beaucoup de comportements à risque. Et donc pour éviter ça, ce que ça va l'inciter à faire, ça va être déjà d'augmenter ses tarifs, ce qui va lui permettre d'être sûr d'être rentable, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe le coût que ça va lui coûter de repayer une voiture, elle aura tellement gagné en augmentant ses tarifs que de toute manière ça va prendre en charge du coup voilà, les comportements imprudents. Mais le problème, c'est que ce faisant, elle va réduire l'accès au service, puisque une même partie de la population n'aura pas les moyens d'accéder à ce service. Donc on est déjà destructeur de marché à ce niveau-là. Et en plus, une autre possibilité que peut faire l'assurance, qu'elle font en pratique, hein, attention, ça va être de sélectionner sa clientèle. Donc, du coup, en coupant toute une partie de sa clientèle au service, en l'occurrence. Donc là, c'est vraiment de la discrimination. Bon, quand j'ai eu la question de savoir si c'était légal ou pas, j'ai envie de dire, c'est un peu mi-chemin entre les deux. Évidemment que les discriminations sont illégales, mais dans les faits, il y a une énorme tolérance quand même, hein. Et puis on se rend compte que les discriminations sont plus, voilà, pas toutes traitées de la même manière, je dirais. Bref, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
eh bien, on sait que statistiquement, et c'est les chiffres officiels qui parlent, hein, c'est pas moi qui l'invente, eh bien, on sait par exemple que les jeunes ils font plus d'accidents que les personnes voilà, un peu plus expérimentées, j'ai envie de dire. Et bien on peut se dire, bah du coup, eux, bah, concrètement, on les assure pas, alors qu'ils ont besoin d'assurance, c'est obligatoire pour pouvoir conduire, pour arriver à avoir une voiture. Et on prend que les personnes qui sont pas à risque, parce qu'on sait qu'ils font moins d'accidents. On pourrait dire la même chose pour les femmes par rapport aux hommes, qui statistiquement, encore une fois, je parle des stats, hein, les femmes font moins d'accidents que les hommes, ou même pourquoi pas les personnes âgées, hein, pour aller virer. Je ne rends pas compte par contre pour les stats s'ils font plus ou pas. Mais bon voilà, vous connaissez tous ces comportements imprudents voilà, par rapport à la mauvaise vue, etc. Bah, on pourrait on se dire on ne l'assure pas. Et on peut avoir la même chose là, je prends l'exemple de la voiture, mais ça marche pour toutes les assurances. Si on prend euh, l'exemple voilà, pour l'assurance vie, par exemple, la santé, bah, on sait que pour le coup, c'est l'inverse, du coup, les personnes âgées, elles font beaucoup plus cher que les personnes jeunes en bonne santé. Également, si vous avez des pathologies qui sont génétiques, ou j'en sais rien, je sais quoi, hein, voilà, des antécédents, quelque chose de génétique, je veux dire, qui vous prédispose des maladies, bah, vous pouvez très bien se dire, bah oui, on ne les assure pas, il coûte plus cher. Avec des personnes en bonne santé qui coûtent rien. Et donc voilà, donc du coup, cette sélection, elle va être destructrice de marché. Et encore une fois, comme je disais, ça marche aussi pour le prêt à la banque, hein. On peut très bien sélectionner que les clients qui ont de l'argent. C'est ce qui se passe dans les faits. Pareil pour chercher un logement, hop, ceux qui ont un garant, on les prend, les autres non. Etc. etc. Donc tout ça, c'est des structures de marché parce qu'on a vraiment des gens qui, parfois en plus, ont les moyens, mais qui, bref, cherchent, oui, pas forcément, bien sûr, mais qui, du coup, ont besoin d'obtenir ces services, c'est bien, et qui ne peuvent pas. Et de l'autre côté, même l'assurance, hein, pour elle, ça peut être un risque, puisque ces comportements, ces mauvais comportements, ça peut amener du coup au fait que bah, du coup, elles ne soient pas rentables, voilà, du coup qu'elles disparaissent. Donc c'est le problème, du coup, si on laisse faire le marché d'après j'ai envie de dire, les théories en place, hein, qui sont dans notre système, qui sont du coup héritées quand même en grande partie, pas seulement bien sûr, hein, mais des doctrines libérales, je renverrai au cours des cours tous les penseurs à la concurrence pure et parfaite, et bien tout ça, ça entrave le marché. Et donc voilà. Mais alors, est-ce qu'il y a des solutions oui, ces asymétries d'information? Eh bien, comme je l'ai dit à l'instant, les agents eux-mêmes ne sont pas passifs, ils adoptent des stratégies pour s'adapter à ces défaillances, ils en ont conscience, hein. Donc par exemple, l'assurance, je vous ai parlé du fait qu'il pouvait augmenter ses tarifs ou sélectionner sa clientèle, mais il peut également, ça vous connaissez très bien, appliquer un système de bonus-malus, qui du coup va faire que si vous êtes un bon conducteur, vous allez petit à petit payer moins. Bon, ça va, j'aimerais bien que ça se vérifie plus pour moi. Mais bon, voilà, c'est la théorie. Et le malus, pour le coup, ça se vérifie effectivement dans la pratique. Bah, c'est-à-dire que si vous avez régulièrement des sinistres, vous allez payer plus cher, vous allez payer des franchises, voire vous allez pouvoir être radié, hein, bien sûr, hein, voilà. Et donc voilà, c'est-à-dire que vous allez encourager le fait que votre assuré ne tire pas, voilà, ne profite pas du coup du service que vous lui proposez. Voilà. On a aussi également l'exemple du système de franchise de McDonald's que j'ai pris en exemple, où lui, pour éviter que ça tire au flanc, il préfère recourir à voilà, voilà, ça. Pour éviter du coup d'avoir, vous savez que McDonald's c'est un restaurant, mais qu'il y a plein de filières sœurs, eh bien, il préfère avoir du coup des managers franchisés qui sont indépendants, c'est-à-dire qu'en fait, alors, je crois que c'est à hauteur de 70%, si j'ai pas de bêtises, 70% des restaurants en fait ne lui appartiennent pas, ils sont privés. Et juste, ils ont payé une franchise pour avoir le droit d'utiliser le nom et les produits de McDonald's. Et donc l'intérêt par rapport à avoir recours à des managers salariés, c'est-à-dire qu'on aurait des sociétés sœurs qui lui appartiendraient directement et on paierait un employé en fait, hein, pour gérer le service. Ben, l'avantage de faire le système de franchise, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de risque que la personne tire au flanc. Parce qu'un employé, qu'il travaille bien ou pas, après vous pouvez mettre des systèmes, encore une fois, comme le système bonus-malus de primes, etc., pour encourager à bien travailler, si j'ose dire, eh bien, le risque, c'est que qu'il fasse son travail ou pas, dans tous les cas, il a son salaire à la fin, sauf que vous, en tant que patron, vous pouvez avoir des charges, enfin, vous pouvez ne pas être rentable, et dans tous les cas, il faut payer ses salaires, en fait. Vous pouvez pas ne pas verser un salaire parce que vous n'avez pas fait d'argent ce mois-ci, ce qui va affecter la trésorerie et même la pérennité à l'entreprise. Bon, McDonald's, je m'inquiète pas trop pour eux, mais voilà, c'est l'idée. Tandis que l'indépendant franchisé, lui qui paye la franchise, lui, c'est son problème. C'est-à-dire que si jamais il n'est pas rentable, il se perd pas de salaire. S'il n'est pas rentable, son resto fait faillite. McDonald's, en l'occurrence, c'était mère du coup. Elle ne paiera rien. Elle s'en fiche alors, elle s'en fiche, oui et non, parce que il y aura moins de franchise, mais elle n'a pas de risque de perdre, voilà,
de perdre, voilà, d'avoir des restaurants qui ne sont pas rentables. Voilà. Je pourrais prendre l'exemple de Disney, par exemple, avec le Disneyland Paris, qui est pas rentable, je crois, par rapport aux autres parcs d'attractions. Bien, le fait de quelque chose pas rentable pour une entreprise, ça peut être dangereux. Bon, encore une fois, c'est des grosses sociétés, on s'inquiète pas tellement pour eux. Évidemment, toutes les sociétés n'ont pas ce pouvoir-là. Et comme je le disais, du coup, le manager salarié, lui, comme de toute manière son salaire bouge pas, il n'aura pas intérêt à se donner à fond à travailler plus que ce qu'il a besoin. Tandis que si vous êtes indépendant, si c'est votre restaurant, bah là, vous savez, vous pouvez augmenter vos parts, que vous pouvez vous développer, que vous allez pouvoir, puis encore une fois, que vous êtes menacé directement d'extinction, si je peux dire. De disparition, extinction, c'est un peu fort. Et bien là, vous allez vous bouger beaucoup plus, puisque vous serez poussé par voilà, les règles de la concurrence qu'on connaît bien sur le marché. Et donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que McDonald's a adopté ce système de franchise, et c'est une des solutions pour lutter contre, du coup, l'aléa moral. Euh, Sinon, voilà, donc là, c'est au niveau des agents eux-mêmes, du coup, sur le marché, comment ils s'adaptent par rapport à ces asymétries d'information. Mais évidemment, l'État lui-même, il peut intervenir par le biais, pardon, de réglementation et de contrôle. Et donc, je vais prendre l'exemple des labels sur les produits que vous achetez, notamment dans l'alimentaire, du coup, par exemple. Eh bien, il y a des normes, il y a des obligations, du coup, les labels, voilà, qui sont imposées. Si jamais les enseignes ne les respectent pas, ça peut aller très loin. Évidemment qu'il y a des services de la répression, ouais, de la répression des fraudes, voilà, voilà, par rapport aux fraudes sur le fait qu'on doit voilà, dire ce qu'il y a dans le produit et il doit être certifié, il doit pouvoir être traçabilisé, etc., etc. Donc là, c'est pour les produits, du coup, label, c'est plutôt alimentaire, mais pas que alimentaire, bien sûr. On peut avoir des normes sur plein d'autres produits, voilà. Ne serait-ce que pour le bâtiment, par exemple. Quand vous vendez un bâtiment, ça peut pas être n'importe comment. Et on peut également avoir pour nos voitures, du coup, la mise en place de contrôles techniques qui sont obligatoires pour la vente de voitures d'occasion. On a également des garanties qui sont obligatoires lorsque vous achetez une voiture. Donc voilà, pour le coup, ça sert à lutter contre la sélection inverse. Concrètement, un vendeur ne peut pas vous vendre une poubelle. Parce que légalement, il n'a pas le droit de le faire. Contrôle technique doit être valide. C'est-à-dire que, en fait, votre véhicule ne peut pas avoir certains défauts qui révéleraient ce contrôle. Évidemment, c'est pas censé être eux qui le font, même si on le fait. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà, donc l'État, il va accompagner les individus qui sont... voilà, une autre possibilité, pardon, donc là, je suis mal suivi. Enfin, voilà, un autre exemple que je prends en compte, c'est par exemple que les personnes qui ont contracté l'assurance, qui ont été radiées, par exemple pour trop de sinistres pour une voiture, eh bien, il peut également mettre en place voilà, un accompagnement pour ceux qui sont radiés, pour les aider à contracter une assurance. Évidemment, à frais bien plus importants. Mais voilà, il peut y avoir des services comme ça quand même pour pallier le fait que voilà, toute une partie de la clientèle qui peut être du coup exclue du marché. Il peut également avoir des lois par rapport à la discrimination qui peut être mise en place pour éviter qu'il y ait trop de dérives. Et voilà, donc voilà, c'est des solutions qui peuvent être mises en place. Ce sont des exemples, il y en a plein d'autres. Je passerai une éternité si je fais tout ce que je les fasse. Mais voilà, c'est ceux que j'ai choisi de vous présenter. Mais voilà, et évidemment, c'est quand même pas parfait. Ces aléas persistent, enfin ces asymétries, pardon, d'informations persistent malgré tout. Ça reste une différence de marché. Et ce qui fait que dans la réalité, ben, on n'arrive jamais à un système de concurrence pure et parfaite, ne serait-ce qu'à cause de celui-là. Évidemment qu'il y en a d'autres que j'ai présentés bien avant. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez des questions, à me les poser, j'y répondrai. Voilà, à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao!